Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Colonel Omar Laradji, bonjour. Bonjour. Vous êtes officier de carrière de l'armée française, dans laquelle vous vous êtes engagé dès 1953. Vous êtes né en 1935 à Cherchell, dans une famille de notables musulmans. Pendant la guerre, vous êtes lieutenant dans un commando de chasse dans Loire-Seny. À la suite de votre sympathie pour les putschistes d'avril 1961, vous êtes affecté dans un bataillon de tirailleurs algériens sur la frontière marocaine. En 1962, vous réussissez à faire évacuer toute votre compagnie de supplétifs vers la métropole. Vous terminez votre brillante carrière militaire à la direction de l'EAI de Montpellier, où vous vivez depuis 1978. Aujourd'hui, vous êtes accompagné de M. Madani Bengaloula, fils de Harki. Colonel, ma première question sera: quelle était la situation de votre famille dans les années 50 à Cherchell? Ma situation familiale était excellente dès lors que mon père était Bachaga, c'est-à-dire qu'il y a toute une hiérarchie, Caïd, Aga, Bachaga. Il gérait un douar, et le douar, c'était douar El Gourin, qui relevait de la commune mixte de Cherchell, et plusieurs communes mixtes constituaient un département, etc. Donc ma famille était un peu au-dessus de la moyenne générale de la population. Quel type de rapport aviez-vous avec les Européens? Nous avions des rapports, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école, étaient excellents. Mais chacun chez soi. Cela veut dire que je n'ai jamais été invité à prendre une collation chez un Européen. À l'inverse, l'Européen s'invitait ou était invité chez moi. Quelles sont les raisons de votre engagement dans l'armée française en 1953? Alors le but était de me libérer du service militaire. Je me suis engagé pour pouvoir avoir une action et poursuivre dans de bonnes conditions sans avoir à interrompre mon activité. Il se trouve que, car il faut savoir que le service militaire pour les indigènes musulmans date depuis 1912. Il y a eu un décret où le gouvernement français imposait le service militaire aux indigènes musulmans non naturalisés afin de compléter par la conscription des contingents fournis pour des engagements volontaires trop faibles dans le contexte de l'époque. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire augmenter le nombre d'indigènes dans les régiments de tirailleurs, créer des régiments de tirailleurs en prévision, en projection de la guerre de 14. En 1916, il y a eu un décret et le contingent des indigènes prévoit le recrutement par réquisition. Ça veut dire quoi? La durée du service actif des indigènes était de 3 ans et de 7 ans dans les réserves, alors que le français est effectué depuis 1905 un service militaire de 2 ans. Puis, il y a eu une projection, on en est arrivé à 18 mois. Enfin, le fonctionnement de l'organisation du service militaire des indigènes était fixé par des textes spécifiques limitant leur accès à certains corps de troupes spécialisés, à savoir les blindés, à savoir les transmissions, toutes les armes techniques. Il n'était que des pousse-cailloux. Cela dit, et également pour les grades et les conditions d'avancement moins favorables que pour les Européens. Donc au départ, vous n'avez pas forcément l'idée de faire carrière. C'est pour devancer l'appel du service et en être... Au départ, je ne voulais pas faire carrière au service de l'État, mais les événements ont fait que la projection
en 53, les événements en 54 ont fait de moi un militaire de carrière. Quelle réaction vous avez eue vous-même et votre famille quant à deux événements particuliers? Le premier, c'est la répression de mai 45 dans la région de Sétif et de Guelma. Et le deuxième, c'est le 1er novembre 54, le déclenchement de l'insurrection du FLN. Alors, pour ce qui concerne 1945, c'était le problème du colonialisme. Il fallait réprimer et réprimander le soulèvement qui était à l'époque. Alors que 1954 était prévisible parce qu'il y avait de nombreux partis politiques, de Messaliadj, de Ben Bella, du MTLD, du CRUA, bien. Et 1954 était prévisible dès lors que la France a perdu les événements en Indochine. Et à partir de ce moment-là, je pense que d'autres unités ou des pays ont poussé cette rébellion à se soulever pour que la France perde ce territoire. Alors, 1954, la question est de savoir si nous étions des acteurs engagés de la France du XXe siècle, marquée tant par la crise des génocides de 1945, ou, à contrario, étions-nous des soldats perdus d'une histoire que l'on refuse d'établir de part et d'autre de la Méditerranée, au risque de devoir aussi, de part et d'autre, avouer des turpitudes et des basses œuvres que la morale pourrait réprouver. Et en 1954, quel était votre sentiment, quelle était votre opinion sur la rébellion menée par le FLN? Je n'avais pas de sentiment, je n'avais pas de projection. Nombreux sont mes camarades de promotion ou d'école qui ont pris le maquis. Ils ont pris le maquis où il y avait un écart d'âge entre eux et moi de 4 ou 5 ans. Ils avaient fait l'Indochine, d'autres pas, etc. Ils avaient vu le monde autrement. Et je n'avais pas d'engagement particulier. Et cette vision, je n'ai pas d'option. Mais pour moi, c'était un choix de société. Et le choix que j'avais fait à l'époque me paraissait être le bon. Et j'avais 19 ans. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, la plupart d'entre eux étaient mes camarades, dont un qui a terminé colonel de gendarmerie responsable de la sécurité du temps de Boumedienne, avec qui, alors que nous étions à l'école en France, à Sémexian et Poitiers, j'avais passé les fêtes de Noël en 1956 à Paris avec ce camarade. Nous avions occupé le même hôtel. Et une fois qu'il a déserté, après avoir abattu la plupart de sa section, la plupart des gens du personnel, il a pris le maquis et j'ai dû répondre à des interrogations que la sécurité militaire et la gendarmerie m'ont imposées. Et pour me dire quoi? Lorsque nous sommes allés en 1956, ce brave homme, je le nommerai d'ailleurs Belchérif Ahmed, ils avaient des relations privilégiées avec le maréchal Juin et il est allé voir le maréchal Juin pendant notre séjour en France. Et c'est pour ça que j'ai été libéré et qu'il n'y a pas eu de suite. Pendant la guerre, vous êtes lieutenant dans un commando de chasse. Alors il y a deux questions. Qu'est-ce que c'était un commando de chasse? Quelles étaient ses missions? Alors, le commando de chasse, comment j'ai été muté dans ce commando de chasse? Au départ, des cabales, à la suite de cet événement de 1956, des cabales par des officiers, et je me suis retrouvé
dans le commando de chasse. Qu'est-ce que le commando de chasse? Alors, il y avait le général Schall, qui avait comme conseiller technique le colonel Bijard, et les premiers commandos de chasse ont œuvré dans des conditions à peu près sans aucune formation de base. Et sur les conseils du colonel ou du général Bijard, qui a créé 2 centres de formation, un à Philippeville et l'autre à Saïda, pour former ces commandos de chasse, surtout les cadres, à la lutte anti-guérilla. Dans la mission initiale sans formation, ben, les gens n'étaient pas préparés à ce genre de choses. Alors, un commando de chasse, c'est quoi? Il compte généralement un grand complet, un effectif correspondant à une compagnie, soit à peu près 100 à 150 hommes. Commandé par un capitaine ou un lieutenant, selon. Ce commando, lorsqu'il évolue sur le terrain, a peut-être éclaté en plusieurs petits groupes, un groupe de 10 hommes, une section de 20 ou 30 hommes, ou redéployés aux missions correspondant à des groupes de combat différents. Ils ont été créés pour servir quoi? Pour servir de tête chercheuse aux grandes unités, et ces commandos vivaient comme des hors-la-loi et qu'ils y étaient chargés de repérer. Quant à la torture, elle a bien existé. Il n'y a qu'à voir le général Océrès ou d'autres qui ont témoigné, hein, même des hommes politiques français. Et elle a existé, c'est sûr, mais à ma connaissance, pas dans les commandos. Donc le commando de chasse, c'était un petit peu la tête chercheuse des grandes unités de quadrillage. Et donc, ils vivaient un petit peu comme les rebelles. Ils vivaient dans les mêmes conditions que les rebelles, c'est-à-dire se déplacer la nuit, observer le jour. Et des déplacements de l'ordre de 40 à 50 km par jour. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur les spécificités des troupes supplétives de l'armée française pendant la guerre d'Algérie? Oh là là. La constitution des Harkas ne date pas d'hier, hein, elle date des mouvements indigènes pro-français dès 1830. Lorsque les tribus se sont ralliées à la France pendant les événements avec l'émir Abdelkader, etc. Et les Harkis, dans leur ensemble, ne parlaient pas français, ils servaient de guides, parce que c'était des indigènes et des locaux, sur le terrain, et la majorité s'engageait pour pouvoir nourrir leur famille, c'est une question d'intendance, les loger et les protéger. Politiquement aussi, leur présence soulignait l'engagement des indigènes auprès des troupes françaises. Au service de la France, sans pour autant être à l'intérieur de l'armée, ils sont indigènes et ils le sont restés, et ils le sont et ils le restent. À la fin de la guerre de 62, la France les a abandonnés sans que l'opinion publique ne s'en émeuve. De Gaulle voulait conclure la paix à tout prix. Les Harkis, soldats de France, sont les oubliés de l'histoire. Plusieurs chercheurs retracent le cheminement de ces parias de l'histoire, victimes d'un glissement sémantique. De soldats de France, ils deviennent des traîtres à l'Algérie. Lors du putsch d'avril 1961, vous avez une sympathie pour ce mouvement qui fait que vous êtes plus ou moins sanctionné par votre hiérarchie. En 1961, je me trouvais à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Et comme par hasard, le capitaine qui commandait la 9e compagnie était en permission et j'assurais l'intérim. Au moment du putsch, le colonel commandant le régiment me charge de protéger la base aérienne d'Aulnat, en Auvergne, craignant l'arrivée des putschistes d'Algérie.
Cela sur les indications du ministre de la Défense et à bicyclette ou à trottinette aller sauver la France. Je mets en place donc le dispositif de protection de l'aéroport, mais je ne fais pas distribuer les munitions. Le putsch se termine. Je passe devant une commission de discipline. Et après de nombreuses questions, je réponds pour conclure, je ne me suis pas engagé pour tuer mes frères d'armes. La décision de la commission, au lieu de me traduire devant le tribunal militaire, décide de me muter par mesure disciplinaire au 2e régiment de tirailleurs algériens à la frontière d'Oran. Pas loin de Ceyda, d'ailleurs, lieu de formation des commandos. À mon arrivée au 2e régiment de tirailleurs, j'ai été affecté à la 6e compagnie et je me retrouve à la tête de cette unité du 2e RTA au moment de l'indépendance. Et justement, c'est ma prochaine question. En 1962, au moment de l'indépendance, vous parvenez à faire évacuer toute votre compagnie vers la métropole. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode particulier ? Tout à fait. Le colonel commandant le régiment me donne l'ordre de céder mon cantonnement à Oued-Seba, à l'unité FLN du secteur et de rejoindre Oran. J'arrive à Oran, le chef de bataillon de Porushkevitch, je pourrais le nommer, me demande de désarmer le personnel de ma compagnie et de rejoindre la base arrière. Je rejoins la base arrière, mais je n'exécute pas les ordres et demande au personnel de garder jalousement leurs armes. Le lendemain, je suis convoqué et le commandant me demande le résultat. Je l'informe. Ma compagnie est toujours armée et le personnel déposera les armes après embarquement. Furieux, sa réponse est « Nous ne pouvons pas faire embarquer toute la compagnie. » Je descends au port d'Oran et là, je rencontre un camarade de promo qui s'appelait Grand Didier et qui était responsable du port. Je lui fais part de mon problème. De la journée, il a pu me faire embarquer tout le personnel. Arrivé à Marseille, grève des dockers, par soutien aux événements d'Algérie, là, également, je retrouve un ancien du 1er régiment de tirailleurs algérien, responsable du port en la personne de l'adjudant-chef Menouer. Il fait ouvrir les soutes du bateau et nous avons pu récupérer nos affaires. Le personnel a été orienté vers la base de transit de Marseille pour être dirigé ensuite vers Épinal dans les Vosges. Quant à moi, je me suis retrouvé sans affectation avec 2 mois de permission en attendant la suite. Affecté donc au 93e RI dans la région de Benne, dans les Yvelines, je me retrouve à nouveau mêlé à l'affaire du putsch pour mettre sur pied un peloton d'exécution pour le colonel Bastien-Thierry, le lieutenant de Galde, etc. Je refuse et le colonel Tauzé m'informe qu'il allait me demander ma traduction devant le tribunal militaire. Heureusement, le régiment n'a pas été désigné et le colonel n'a entrepris aucune démarche et je lui en suis très reconnaissant et je lui en dois beaucoup. Vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais quel sentiment avez-vous quant à, d'une part, l'abandon des harkis et d'autre part, leur mise à l'écart à leur arrivée en métropole? Alors, moi je peux dire que la France devrait avoir honte. Honte d'avoir regroupé, abandonné d'abord ces soldats, où il y a eu des centaines de morts en Algérie, et de les avoir regroupés dans des camps
dans des lieux privatifs. Faut-il évoquer les camps alors de Biats, Rivesaltes, Bourg-Lastic, les hameaux, etc., Saint-Pons de Thomières, Lodève, ou bien les Angles? En quelque sorte, ils ont été privés d'avenir, du moins en ce qui concerne leurs enfants. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un des leurs, un enfant qui a subi ce genre de privation et privé du même avenir, des mêmes chances que leurs compatriotes. Malgré les promesses et les engagements qui ont été prononcés lorsqu'ils se sont rebellés en 1975 au compte Saméros, Lazios et ailleurs. Et d'ailleurs, il me semble qu'un membre de votre famille a participé à cette révolte. Alors, cette révolte, il est l'organisateur de cette révolte. Il s'appelle Mohamed M''H''M''D, Mohamed Laraji, qui a soulevé le mouvement Harki sous Giscard d'Estaing, et que la chose, il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de dégâts. Après ces événements, mon cousin Germain s'est retrouvé avec un cadavre dans le coffre de sa voiture et a été mis en prison pour suicide, pour tentative, pour meurtre. Je ne connais pas le sujet. Et c'est Mitterrand, en se présentant aux élections, il l'a fait sortir de prison et, humainement parlant, mon cousin a pris le parti de Mitterrand pour les élections présidentielles. Comment avez-vous transmis cette histoire un peu complexe au sein de votre famille, à vos proches, à vos enfants? Je n'ai rien transmis à mes proches. Pour le moment. Ce que je pense, c'est que les effets cumulés de l'interrogation, voire de la négation de notre identité française, parfois au nom d'un racisme primaire, l'échec des actions spécifiques d'insertion par déficit d'engagement ou des parties prenantes ou par fatigue existentielle des membres de notre communauté alimente en son sein des ressentiments, des frustrations, des dévouements identitaires qui ne constituent assurément pas de bons augures et que nos responsables politiques n'ignorent pas. Nous approchons de la fin de notre entretien. Je vais quand même encore vous poser 2 questions. La première, c'est est-ce que vous êtes retourné en Algérie? Pour ce qui me concerne, non. Mes frères et sœurs, oui. Par choix personnel, je ne suis pas retourné. Mais mes frères et sœurs, ils sont retournés, dont un, Mustapha, a monté même une entreprise dans la région d'Oran. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce qui concerne le voyage en Algérie. Je pense, j'ai été invité et je suis toujours, par les gens de ma génération, je suis toujours invité d'y aller, mais je préfère garder de bons souvenirs de mon passé. Allez-y. Et ma dernière question sera, quel est votre... vous venez un petit peu de donner votre regard sur la société française. Est-ce que vous pouvez donner également un regard sur l'Algérie d'aujourd'hui? L'Algérie d'aujourd'hui souffre d'un manque de gestion. Les gens, et vous avez vu en Afrique et partout, il y a plusieurs catégories, mais la majorité de la population algérienne souffre d'un manque à gagner. Et c'est là le problème. Le problème, c'est ceux qui sont au pouvoir. Eh bien, il n'y a qu'à voir un des responsables, Rabrab, qui a été exclu et interdit d'exercer car il est multimilliardaire, alors que vous avez une population qui, malheureusement, traverse la Méditerranée à la nage. Voilà le problème de le regard sur l'Algérie. Et il en est de la France, par contre, le problème aussi
je ne dirais pas mes coreligionnaires, mais mes compatriotes d'origine nord-africaine, disons, ben, à force de vouloir les marginaliser, eh ben, ils font des choix qui ne sont pas souvent heureux et l'avenir risque de ne pas être très heureux. Merci beaucoup, colonel Laradji. C'était vraiment un plaisir et un honneur d'avoir votre témoignage à notre micro. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.